T'es-tu écœuré de ta job? Tu rentres chez vous le vendredi soir, puis t'es déjà en train de penser à ton lundi matin, puis t'es écœuré de travailler. Je sais pas pour toi, mais moi, je rentrais là, le matin, puis j'avais déjà hâte de puncher out le soir. Si ça te parle, là, ben ça se peut que ça soit de l'épuisement. Mais toi, tu dois le connaître sous le nom du burn-out. Fait que je t'explique c'est quoi le burn-out, les causes du burn-out. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner des outils puis des trucs pour aider avec les symptômes pour se remettre du burn-out. Le burn-out, c'est quoi? C'est un état de fatigue qui est intense, qui va être lié au stress que tu vas avoir vécu à ton travail. Ton corps, ton esprit est épuisé et est écœuré. Puis là, je te parle pas d'être un petit peu tanné le lundi matin parce que la semaine recommence. Je te parle d'un vrai signal d'alarme qui est en train de te donner un signe de te décanter un peu. Là. Ça peut être aussi causé par une charge de travail qui est trop lourde. Le burn-out aussi peut être causé par un manque de reconnaissance. Puis ça, que ce soit par tes collègues ou ton boss. Puis le burn-out va se manifester psychologiquement puis physiquement. Mais au moins, on se rassure, là, le burn-out, c'est quelque chose qui est prévisible, qui est réversible. Fait qu'on est capable de le voir arriver, puis on est capable de le traiter. Puis ça prend bien du repos, puis souvent des changements, tant au niveau de la personne qu'au niveau organisationnel, fait qu'au niveau du travail. Une entreprise roule beaucoup mieux quand ses employés sont soutenus puis qu'ils sont capables d'avoir une vie personnelle. La clé là-dedans, c'est l'équilibre. Il y a 5 types de profils de personnes qui sont plus à risque au burn-out. Je pense que tu vas te reconnaître soit dans un ou même peut-être trois. Fait que le premier, c'est le grand travailleur. C'est une personne qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui accepte trop de tâches puis qui va avoir de la misère à dire non puis à mettre ses limites. Sa valeur personnelle équivaut à sa productivité. Mais c'est le genre de personne qui va rester plus tard, même si ça ne lui est pas demandé. C'est l'employé qui va tout le temps accepter des tâches supplémentaires. Puis c'est l'employé qui va prendre rarement des pauses puis des vacances. Le deuxième profil, c'est le sauveur. Lui, il sent qu'il est responsable du bien-être des autres puis que c'est sa job à lui de s'occuper des autres. Puis en faisant ça, ce qui arrive, c'est qu'il va s'oublier. Exemple de ce que le sauveur va faire au travail, bien, il va aider ses collègues au détriment de son propre travail. C'est cet employé-là qui va écouter puis qui va soutenir tout le monde en étant lui-même très fatigué et épuisé. C'est cet employé-là qui se sent coupable de demander de l'aide. Fait que lui, il offre de l'aide à tout le monde, mais lui, il n'ose pas en demander. Le troisième, c'est le minutieux. On pourrait l'appeler aussi le perfectionniste. C'est l'employé qui recherche la perfection. Lui, il va se mettre une énorme pression puis il va avoir peur de faire des erreurs. Il va passer trop de temps sur une tâche qui est peu importante. Puis il va avoir du mal à déléguer à ses collègues parce qu'il a peur que ça soit pas bien fait par les autres. Le quatrième profil, c'est le courageux. C'est lui qui endure tout à la job sans se plaindre. Puis c'est lui qui va cacher qu'il est fatigué puis qu'il est stressé. Fait que c'est le genre d'employé qui va continuer à travailler même s'il est malade puis qu'il est épuisé. Il va jamais demander de l'aide parce qu'il en a pas besoin. Puis il va souvent dire moi ouais, ça va. Tandis que ça va pas pantoute. Le dernier profil, c'est l'ambitieux. C'est ceux qui arrêtent jamais. C'est ceux qui ont des grandes ambitions puis des grands projets qui nécessitent beaucoup d'efforts, mais c'est qu'ils se mettront jamais de limites. Ils seront jamais satisfaits du travail qu'ils ont atteint, fait que ça pousse à l'épuisement à un moment donné. C'est le genre de personnes qui vont se mettre des objectifs tellement élevés, puis de les atteindre, ils vont se mettre une pression là, épouvantable, ce qui va faire qu'à la longue, ben, ils vont s'épuiser. C'est de travailler super fort sans arrêt pour essayer d'obtenir la promotion ou d'obtenir son augmentation de salaire. C'est l'employé qui va se comparer beaucoup aux autres, puis il ne sera pas satisfait de ses réussites. Ces 5 profils-là, en soi, sont pas négatifs d'avoir des ambitions, c'est pas négatif d'être quelqu'un de minutieux. C'est quand c'est poussé à l'extrême, puis que là, la personne, elle se permet pas de repos, puis elle se permet pas de savourer ses réussites, c'est là que ça peut mener à l'épuisement. Fait qu'encore là, la clé, c'est l'équilibre. Les signes à surveiller pour détecter le fameux burn-out. Psychologiquement, là, on parle de difficulté de concentration, une perte de motivation, une perte d'intérêt, puis de l'irritabilité. Là, tout devient irritant, là. Tout tape ses nerfs, là. Même l'imprimante, là. Surtout l'imprimante. Puis il y a l'arrivée du doute de soi-même, là, puis d'avoir l'impression d'être inutile ou pas assez compétent, puis la personne va douter de ses capacités au travail. Puis là, les signes physiologiques. Fait que je parle de tous les signes physiques que la personne peut avoir, dont des maux de tête, des maux de ventre,
de la fatigue constante, des maladies répétées, un rhume qui part jamais, là, des tensions, des douleurs, des courbatures. Fait que c'est tous ces signes-là, autant psychologiques que physiologiques, c'est tous des signes qui peuvent indiquer l'arrivée d'un burn-out ou le retour d'un burn-out. Là, au niveau du travail, là, ça, c'est ce que les collègues et les employeurs remarquent d'une personne qui commence à avoir des symptômes de burn-out. C'est que l'employé a une baisse de productivité. Elle va travailler soit plus ou moins que d'habitude. Là, je parle en termes d'heures. Elle va avoir une aggravation de l'absentéisme, fait qu'elle va être de plus en plus absente au travail. Elle va avoir plus de difficultés à prendre des décisions. Puis ça, c'est parce qu'elle commence à douter d'elle-même. Fait que là, ça devient difficile. Il va y avoir une augmentation des erreurs d'inattention. Parce que quand on est fatigué, ben on en fait un petit peu plus des erreurs. Il va commencer à avoir un non-respect des échéanciers. Il va commencer à avoir des difficultés à s'entendre avec ses collègues. Ça, c'est les principaux symptômes qui viennent avec le burn-out. Je te parle d'un autre type d'épuisement qui est le burn-in. Fait que c'est de l'épuisement professionnel, mais qui se présente sous une autre forme. La personne qui va être trop au travail, mais les symptômes restent les mêmes. La personne là, qui va avoir du burn-in, elle, dans le fond, est au travail sans vraiment être là. En termes de corps, en termes de présence, elle est là, elle est présente, elle est au bureau, mais elle n'est pas là. Son esprit est ailleurs parce qu'elle est épuisée. Puis ça, le burn-in est autant dangereux que le burn-out. Puis celle-là va être un peu plus difficile à détecter parce que aux yeux de l'employeur, l'employé est là. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Ça peut même y arriver d'avoir des périodes là, d'inactivité là, où elle ne travaille pas en tout, là, mais d'en avoir une couple de périodes comme ça, qu'elle est juste au bureau, mais qu'elle fait rien. Elle est là. Dans certains cas, elle peut même avoir de la misère à faire des tâches. Sa qualité de travail va être moins bonne. Son risque de faire des erreurs va augmenter. Le risque d'accident, par défaut, va augmenter aussi. La personne qui souffre de ça, ben, elle a de la détresse physique et psychologique aussi, là. Fait que c'est d'être attentif aussi à ces symptômes-là. Il existe aussi le bore-out. Cet épuisement professionnel-là, c'est causé par le fait d'avoir un manque de sollicitation au travail. Fait que là, on parle de travail, mettons que c'est un chiffre de 8 heures, que la personne elle a des tâches pour à peu près 3 heures. Elle est comme là en stand-by, elle est là à attendre. La personne, elle s'ennuie tellement qu'elle va perdre un peu son engagement pour son travail. Puis finalement, il y a le brown-out. Le brown-out, c'est assez nouveau, là, mais ça, c'est quand ton travail ne fait pas de sens. La personne, elle va avoir les mêmes symptômes que le burn-out, le burn-in, le bore-out. Ton travail fait tellement pas de sens, ton rôle ne fait pas de sens que tu vas perdre en engagement puis en intérêt pour ton travail. L'épuisement professionnel, concrètement, c'est des symptômes physiques et psychologiques. Ça arrive progressivement, lentement, mais les symptômes augmentent en intensité assez rapidement. Les conséquences peuvent être graves d'un burn-out. Ça peut aller jusqu'à l'invalidité. Qu'est-ce qui va pousser une personne à se rendre à ce niveau d'épuisement-là? C'est différent pour tout le monde, mais côté personnel, souvent ce qu'on voit, c'est que la personne elle a des besoins financiers. Fait qu'elle n'a pas le choix de travailler là, parce que dans le fond, il faut qu'elle paye ses factures. Puis avec le prix de la vie aujourd'hui, ben, elle n'a comme pas le choix. Il y en a que ça va être parce qu'ils ont peur de parler de la maladie, d'avouer, d'être en burn-out ou de soupçonner un épuisement professionnel, ben c'est difficile. Fait qu'ils vont jamais l'avouer, mais ça reste que le problème est là, puis qu'il va s'aggraver, puis que la personne va en souffrir. Ça va pas juste disparaître du jour au lendemain, là. Dans certains cas aussi, c'est juste que l'employé n'a pas assez de congés maladie. Côté organisationnel, côté travail, souvent, c'est que les politiques de maladie sont très strictes. Ils n'ont pas accès à plus de congés de maladie que ça. Puis il y a des conséquences du fait d'être absent au travail. Fait que ça va pousser quelqu'un à s'exposer à du stress, à une charge de travail en étant eux-mêmes pas en état de travailler. Il y a certaines entreprises, il y a certains commerces que ils ont de la difficulté à trouver du monde pour remplacer. Fait que ça fait que les employés qui sont là actuellement doivent prendre la charge des autres. Je pense aux préposés bénéficiaires ou aux infirmières que il n'y a pas assez de staff, puis c'est une personne qui doit rouler tout un étage, là. Mais parce qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher des employés pour venir remplacer. Tout le monde est parti en congé de maladie. Tout le monde souffre de ça. Je veux pas, les autres tombent à cause de ça. La personne, elle peut sentir aussi qu'elle n'est pas en sécurité vis-à-vis son emploi, fait qu'elle ne veut pas prendre le risque de partir quelque temps en congé de maladie par peur de se faire remplacer. Des fois, c'est l'esprit d'équipe. Il y a un sentiment de culpabilité. La personne, elle ne veut pas laisser son équipe
dans la marde, elle va rentrer quand même. Tu sais, c'était peut-être du repos qu'elle avait besoin, fait qu'elle veut pas, c'est de l'accumulation, là. Il peut aussi avoir le type de superviseur que la personne a là ou le type de leader qu'il y a dans cette équipe-là. Mais ça peut être quelqu'un qui valorise la présence au travail malgré le fait qu'on est malade. On est malade, on rentre quand même. Tu sais, des fois, c'est juste ça, c'est assez pour influencer une personne à rentrer, même si elle se sent pas en état de le faire. Ça va varier aussi du domaine d'emploi. Il y a des domaines que c'est plus facile d'aller chercher du remplacement. Il y a des domaines que c'est très, très, très difficile, voire même quasiment impossible. C'est un travail d'équipe de prévenir l'épuisement professionnel. L'employeur se doit de donner des conditions dans lesquelles l'employé va pouvoir être bien. Si tu veux que ton équipe performe, mais tu te dois de bien les encadrer dans un environnement qui est agréable. Puis l'employé, lui, a pour travail de faire de l'introspection, fait que se questionner puis mettre ses limites. Les trucs qui fonctionnent pour aider à prévenir le burn-out ou à soigner du burn-out, ce qui est vu beaucoup, ben, c'est justement faire de l'introspection. Fait que se questionner comment je me sens. Là, clairement, je me sens stressée au travail. Là, je ne peux plus prendre de charges supplémentaires. J'en ai beaucoup, j'arrive pas. Ben là, de mettre une limite. De dire je ne peux plus en prendre. C'est pas toujours facile de mettre ses limites, mais c'est important d'être capable de le faire parce que c'est ça à la longue qui va mener à l'épuisement. Dans certains cas aussi, c'est juste d'accepter la convalescence. Des fois, le repos est nécessaire pour récupérer. Fait que c'est de prendre quelques journées de congé pour être capable de recharger puis de revenir juste plus énergique puis reposé. C'est pas un échec de s'avouer être épuisé. C'est pas un échec, c'est même une réussite de dire là, ça va pas, je veux prendre un temps pour me reposer. Ben, je le fais, puis c'est pour moi, puis c'est pour aller mieux. Quand on arrive à un certain niveau, la convalescence est nécessaire. La personne doit quitter pour se ressourcer. Une fois chez elle, ben, c'est de se mettre en action pour aller mieux. C'est de faire des choses pour aller mieux. Fait que c'est soit d'aller consulter un professionnel pour aider avec les symptômes de l'épuisement. C'est de faire des changements au niveau de sa vie personnelle. Fait que c'est d'être capable de retrouver un équilibre pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, puis de bien le nourrir, de bouger, d'être capable de prendre du temps pour soi, ben c'est essentiel. Là. Fait que c'est d'être capable de faire ça, puis de retrouver un équilibre personnel avant de retourner au travail où on doit performer, où on doit donner son max. Après le congé maladie, après la convalescence, mais c'est de retourner au travail avec un mode de vie un peu plus équilibré. Moi, personnellement, quand j'étais aux études, j'en ai vécu un burn-out. Parce que j'étais jeune, j'étais toute seule pour subvenir à mes besoins, puis je devais payer mes études, je devais faire mes études, mais je devais être capable d'avoir un toit sous ma tête. Puis ça, pour ça, je devais être capable de le payer, puis avec le prix des loyers, c'était épouvantable. J'avais 3 jobs en même temps. Finalement, je me suis ramassée à avoir un horaire de temps plein au travail en étant à l'école à temps plein. Fait qu'à la longue, ce que ça a fait, ben, je me suis épuisée. Tu sais, j'étais plus capable de fournir à aucun de mes emplois. J'avais des critiques de mes employeurs, comme de quoi que ma productivité était moins bonne, je devais être attentive parce que je voulais faire des études supérieures, fait que ça me prenait un bon dossier, fait que je devais faire de l'intervention, fait que je travaillais comme intervenante. En même temps de ça, je devais faire du bénévolat parce que je devais me faire un dossier justement pour rentrer aux études supérieures. Fait que finalement, ben j'arrêtais plus. Puis à la longue, tu sais, mon corps a juste lâché. Mon corps a atteint une limite qu'à un moment donné, je peux pas survivre sur 4 heures de sommeil par nuit, toujours être en mouvement, fait que travailler, tout le temps demander d'être concentré, tu dois performer à l'école, tu dois performer au travail, tu dois être alerte. J'étais pas capable de prendre le temps de bien manger, j'étais pas capable d'aller au gym, j'étais pas capable de prendre le temps de bien étudier, fait que mes notes ont baissé, ma productivité a baissé en général, puis ma santé en a pris un coup. Il a fallu que je diminue mes heures de travail de façon drastique. Là. Il a fallu que je les baisse là, de moitié. Là. J'ai diminué aussi mes cours. Au lieu d'en avoir 5, ben, j'en avais 4. Puis comme ça, j'ai retrouvé un certain équilibre. C'est d'être capable de prendre un temps puis de te dire non. De prendre soin de ton corps pour que tu sois capable de performer dans tous tes domaines où tu veux performer. Ce qu'on voit beaucoup dans les études de ce qui aide, ben, c'est de prendre le temps de méditer. Moi, je suis pas une fan de la méditation en tant que telle, mais moi, ce que je fais, c'est que j'écris beaucoup.
C'est une forme de méditation. Moi, ça m'a aidé beaucoup d'écrire comment je me sens, puis de penser au pourquoi tu te sens d'une certaine façon, pourquoi tu te sens stressé, qu'est-ce qui te fait stresser? Est-ce que en ce moment, tu stresses parce que personnellement, il t'arrive des choses, fait que là, ça impacte ton travail, ou c'est au travail que ben, l'équipe, ça fonctionne pas, la charge est excessive, tes patrons sont très exigeants, qu'est-ce qui va pas? Fait que là, c'est de voir tes options, qu'est-ce que tu peux faire pour que ça s'améliore. Tiens, mettons, côté travail, ben, tu peux avoir une discussion avec tes gestionnaires, à savoir, ben, mes collègues me font sentir comme ça, non, j'aimerais ça qu'on divise les tâches de différentes façons parce que là, moi, j'en ai trop. Puis de pas te sentir mal de mettre tes limites. Je suis disponible de telle heure à telle heure, puis je suis disponible telle journée, puis on me demande plus. Si je suis pas disponible, puis j'ai pas l'énergie de donner plus, ben je ne le suis pas. Si ma limite, c'est 38 heures par semaine, c'est 38 heures par semaine. Souvent, ce qui est demandé, c'est un temps plein, c'est entre 35 et 38 heures, mais va souvent s'étirer vers un 40 heures, ce qui te laisse peu de temps en dehors du travail. Moi, je parle pour moi. Moi, j'avais pas d'enfants. J'avais pas. Les seules responsabilités que j'avais, ben, c'était me, myself and I. Là. Je pense aux gens qui occupent un poste en plein, puis qui sont parents tout court, qui ont des responsabilités, que quand ils arrivent, puis ils ont fini leur chiffre, ben là, il y a le chiffre à la maison qui commence. C'est de trouver un équilibre là-dedans. Peut-être retravailler la façon que les tâches sont divisées entre les deux partenaires pour s'occuper des enfants. Ça peut être une solution. De modifier ton horaire de travail pour te permettre d'avoir une journée complète de congé, mais de faire plus d'heures une autre journée, si c'est une option. Puis dans certains cas, de discuter avec tes patrons, parce qu'avec les collègues, il y a un déséquilibre avec la distribution des tâches. Ça peut être une option aussi. Ou tout simplement, dans certains cas, ben, tu changes d'emploi parce qu'il n'y a pas cette possibilité-là qui s'offre à toi. Ça serait de revoir pour qui tu veux travailler, puis de travailler pour quelqu'un qui valorise le bien-être de ses employés. Puis ça, c'est important. Aussi, ce qui fonctionne, justement, la méditation, puis de faire des périodes de relaxation, puis de pleine conscience, ça l'aide beaucoup à faire l'introspection, puis être capable de mieux identifier les stresseurs pour mieux les prévenir. Fait que ça fait pas mal le tour pour le sujet du burn-out aujourd'hui. J'espère que c'était assez clair puis pertinent. Je t'invite à aimer ma vidéo puis à t'abonner pour des vidéos dans le même genre. Sinon, je t'invite aussi à aller voir mes autres vidéos. J'ai fait une vidéo sur les mécanismes de défense. Dans le fond, c'est les réponses que les gens ont par rapport au stress vécu au quotidien. Je t'invite à aller chercher de l'aide si jamais c'est quelque chose qui te parle. L'épuisement mental, l'épuisement professionnel. Il y a des professionnels qui sont là pour ça. Fait que c'est important d'aller chercher l'aide nécessaire quand on en a besoin. Puis de ne pas avoir peur de mettre tes limites, c'est important. Tu n'es pas toute seule dans cette situation-là, puis c'est important de prendre ça au sérieux, puis de prendre soin de toi.